Bonsoir tout le monde, Hop, j'espère que moi j'en vous profite allez pour mettre la bien. caméra. Bienvenue sur ce live Twitch et au sein du secteur 2814 plus précisément. Nous allons, comme d'habitude, vous présenter nos derniers films, nos dernières séries. Et on va tout de suite commencer par Martin, si je ne m'abuse, qui va nous parler de son premier choix. Hop. Oh mais c'est de toute beauté. Alors, pour commencer, je suis en train, alors j'ai pas encore fini parce qu'en ce moment il faut que je re-regarde Arcane pour me mettre bien au frais pour la saison 2 et j'en reparlerai plus tard quand les 3 parties sont sorties. Donc il faut que je fasse ça. Mais donc du coup je suis en train de regarder The Legend of Machina, je suis en train de jouer, enfin je suis en train de faire plein de choses à la fois, donc c'est pour ça que je suis un peu à la traîne surtout, mais je suis en cours de visionnage de cette troisième saison de la série Prime Video, voilà, qui est dérivée de la campagne 1 de l'actuel play du groupe Critical Role, j'y reviendrai juste après. Mais bon, pour recentrer le sujet sur The Legend of Vox Machina, euh, quoi en dire? Moi, je trouve que c'est un, comment dire, un vent de fraîcheur un peu. Alors peut-être pas sur la fantasy parce que c'est basé sur une partie de Donjons et Dragons, donc on est sur des codes assez classiques, on a des elfes, des nains, des dragons, etc. Mais comme c'est dérivé d'une campagne de jeu de rôle, on a quand même certains développements, certains twists qui sont... Ça se voit qu'il y a un côté très naturel dans le déroulé de l'histoire. Alors évidemment, vu que c'est une adaptation, ils ont fait des choix, ils n'ont pas forcément tout inclus, ils ont remanié plein de choses. Mais quand même, en termes de, de direction relativement générale, soit de personnages ou d'histoire globale, c'est pas toujours forcément ce qu'on voit dans la plupart des séries. C'est plutôt pas mal. Et puis aussi le travail de chaque personnage, vu que ce sont des personnages qui ont été inventés par des joueurs de Donjons et Dragons et qu'ils avaient envie de créer un personnage intéressant, développé, etc. Évidemment, la partie de Donjons et Dragons originale, je ne l'ai pas précisé, mais c'était diffusée sur Twitch et animée. Enfin, elle était jouée par des comédiens qui travaillent surtout dans le doublage aux US. Donc voilà, il y avait toute une mise en scène dans les dialogues, etc. Déjà dans le truc de base. Et donc là, on retrouve un peu les mêmes manières de parler. Enfin voilà, toutes les mimiques que les acteurs ont donné pardon, à leur personnage dans la campagne originale. Et là, on retrouve voilà, les mêmes caractéristiques. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu le milieu du doublage, que ce soit du jeu vidéo, de l'animation, surtout de ces deux-là, pour ceux qui connaissent ces milieux-là, enfin dans le milieu US, c'est des noms très très connus, hein, voilà, Laura Bailey, Ashley Johnson, Travis Willingham, enfin voilà, des gens qui sont partout et qui ont toujours fait des très bonnes choses en tant que comédiens, et là ils passent aussi à l'écriture, à la production, donc voilà, c'est un monde qui est plutôt cool. C'est bien animé. Il y a eu une petite période au début où voilà, la série a un peu trouvé sa vitesse de croisière, mais bon, très vite en saison 1, on a commencé à s'améliorer assez rapidement, et en saison 2, c'était déjà sur une excellente voie. Donc voilà, c'est bien animé, c'est bien joué. Comme je dis, voilà, l'histoire est pas toujours aussi classique qu'on pourrait le penser. Euh, donc voilà, si vous cherchez une série fantasy, alors c'est gore aussi, il n'y a pas de, voilà, je sais pas, c'est interdit, déconseillé aux moins de 16 ans, un truc comme ça sur Prime, je sais plus exactement, mais voilà, il y a du sang, il y a des insultes, il y a des gens qui font crac crac, etc. Donc voilà, si vous cherchez une série de fantasy pour adultes qui quand même sort un peu du lot, voilà, je conseille surtout qu'en plus l'un des méchants est joué par Lance Reddick qui nous a quitté assez récemment malheureusement. Voilà, qui était un acteur que j'aimais beaucoup, qui était dans les John Wick, qui jouait le gardien de l'hôtel. Voilà. Donc je ne C'est qui peux que l'acteur conseiller. qui... Et pour faire Lance Reddick, Ah oui, je vois. Oui. Oui. voilà. Ah oui, qui joue aussi dans Donc Fringe, un de ses derniers rôles, voilà. notamment. Ma femme et moi, on aimait beaucoup Tout aussi. à fait. Il est intervenu dans une chier de séries télé au final, Donc voilà. cet acteur.
Oui, 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 il a une très, très grande carrière. Donc Bonsoir voilà, Matt. comme je le disais, c'est basé sur, salut Matt, c'est basé sur la première campagne de l'émission Critical Role. Voilà, donc tous les gens qui sont à l'image, voilà, c'est tous les acteurs et on voit les personnages. Alors c'est pas les personnages de la première campagne, je crois que c'est les personnages de la deuxième, il me semble. Donc voilà, c'est aujourd'hui il y a 3 campagnes. Si on met, bout à bout, tous les épisodes, chaque épisode fait à peu près 3 heures et demie à peu près en moyenne et il y a plus de 100 épisodes par campagne. Donc voilà, j'ai mis il y a 1 207 heures de vraiment de contenu dans toutes les campagnes. Donc je pense que la première, je crois qu'elle en fait que 300 et quelques, donc ce qui est adapté dans la série The Legend of Vox Machina. Donc si vous avez énormément, énormément, énormément de temps, vous pouvez regarder les replays, des lives. Mais bon, voilà, hein, à moins que vous soyez rentier, que vous n'ayez pas de travail, ou je sais pas quoi, mais c'est dur, quoi. Mais en tout cas, si vous suivez ça, quasiment semaine par semaine, il y en a qui Ou un sont, travail à dont fond vous vous dedans. fichez complètement, à la limite. Oui, vous mettez ça Mais au travail et vous faites rien, c'est aussi possible. Mais voilà, à la base, c'est basé, voilà, sur une campagne de Donjons& et Dragons divisée sur Twitch, voilà, je pense que c'est la plus populaire, dans ce type-là. Donc voilà, et puis ça a toujours été de très bonne qualité, donc voilà. Il y a aussi ça, dans cette, voilà, c'est la source de tout. Mais bon, il faut avoir, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. et tu l'as peut-être dit, mais j'ai peut-être pas fait gaffe. Tu as dit combien d'épisodes donc? Il y en a 12 par saison. D'accord. Et on en est à la Donc là, il y troisième. a 3 saisons, donc on est à 36. D'accord. Oui. Ok, ok. Et non, je ne l'avais pas dit. Alors, c'est mon tour. Une série clairement moins geek, hein, on va pas se mentir. Comment je l'ai découverte? Il faut savoir que une fois par semaine, je regarde tout simplement le guide télé et je vois ce qui arrive en journée. Je passe pas mal de temps à faire ça et j'enregistre. Tout simplement, ce qui m'intéresse et qui va être diffusé. Euh, Ça me permet de sauter ces bons dieux de pub pour rester courtois. Et je suis Oli. tombé sur le synopsis de Mom qui m'a donné franchement envie. C'est vrai que c'était. J'ai trouvé ça différent. Donc, c'est l'histoire d'une veuve qui va tout simplement essayer de se reconstruire en fait et qui va être un peu spectatrice de tout ce qui se passe autour d'elle. Euh, et on va voir tous, les, tous les membres de sa famille donc aller la voir assez fréquemment, être plus ou moins présent pour elle, le plus ou moins est important, et développer de nouvelles relations au fil des épisodes, notamment donc avec le monsieur qui est à côté, qui est Michael. 3 saisons de 6 épisodes, donc total de 18 épisodes. C'est un drama mêlé avec une sitcom. Alors, il continue d'utiliser le mot sitcom, mais si je me souviens bien, sitcom, c'est dès lors que normalement tu allais rire sur le fond. Là, c'est pas le cas. Donc, ça serait plutôt comédie, drama humoristique, j'ai envie de dire. Mais normalement, le terme sitcom n'est pas supposé être approprié ici, mais bon, ils l'ont utilisé, donc je le réutilise, sachant que, quand même, le mot le plus important là-dedans, c'est britannique. Sitcom britannique. Autant dire que ça n'a rien à voir avec les autres sitcoms. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, on va d'abord faire un petit tour des personnages. Donc, on va commencer par Cathy en haut à gauche, donc qui est le personnage principal, qui est Mom, du coup. Donc, comme je l'ai dit, qui est une veuve et qui est un peu spectatrice de tous les personnages qui sont autour d'elle. Et surtout, c'est le personnage qui est le moins, j'ai envie de dire, qui est le plus humain, en fait, qui est le plus normal. C'est pas un terme que j'aime utiliser, mais disons que si tu rencontres quelqu'un dans la rue, il y a des chances que ce soit Cathy ou Michael. Les autres sont des personnalités bien trop fortes, avec des défauts bien trop appuyés pour que ce soit vraiment des personnages que l'on rencontre, ou alors vraiment une fois dans chaque pays, quoi, quelque chose comme ça. En dessous, c'est Michael, donc c'est un ami de la famille, et c'était le meilleur ami donc de la personne qui est décédée, donc de l'ancien mari de Cathy.
Mais malgré ce statut de meilleur ami, il a toujours été amoureux de Cathy et donc il va se montrer très présent, mais aussi essayer de se rapprocher d'elle, voir s'il est possible de nouer quelque chose. C'est une série très sérieuse, hein, attention, et les personnages, malgré les apparences, sont travaillés. Donc on y va en douceur, c'est pas le mec qui se pointe en mode il est mort, ok, bon bah je suis là, même si dès le début on vous avait dit que c'était l'ami. Non, non, non. C'est lui aussi, du coup, il est tiraillé entre cette position de meilleur ami, mais j'ai toujours été amoureux d'elle quand même. Donc voilà, ça c'est quand même très très bien. Ensuite, on a Kelly, qui est la belle-fille de Cathy et la compagne de Jason. C'est peut-être le personnage que j'ai le plus apprécié. Euh, c'est un bijou, ce personnage. C'est vraiment. Elle a un côté quand même très Perceval de Camelot. Donc, comme ça, à froid, on a l'impression qu'elle est idiote. Mais c'est pas tant qu'elle est idiote, c'est qu'elle est plus, on va dire. Elle a plus une réflexion d'enfant, on va dire. Donc, d'où le fait que, selon moi, elle se rapproche plus de Perceval. Euh, Elle a ouais, des réflexions ou une façon de penser qui est encore très enfantine, qui n'est pas du tout mature. Euh, et ce qui est génial aussi, c'est que elle est en manque d'affection, c'est plutôt évident, et elle retrouve un peu cette affection pardon, chez Cathy, qui est un personnage, une femme qu'elle apprécie énormément, et étant donné que c'est un enfant, comme j'ai dit, qu'elle ne sait pas mettre les formes. Ça veut dire qu'elle peut tantôt être très maladroite, très blessante, mais aussi une personne qui peut dire je t'aime le plus facilement du monde, on va dire. Donc ça, c'est aussi un point fort de Kelly. Ensuite, on a Jason, qui donc est le fils de Cathy, et comme j'ai dit, le petit ami de Kelly, qui est quand même blessant et maladroit. C'est un personnage qui, je pense, se rapproche plus de l'adolescent en fait. C'est quelqu'un qui, dans sa façon d'être, a encore énormément de défauts qui sont plutôt typiques, on va dire, de l'adolescent. Genre, rien de non plus extraordinaire, mais le fait de ne pas savoir mettre les formes lorsque tu t'exprimes, ou bah là, il boit une bouteille de lait, il va clairement la laisser sur la table. Donc voilà, ça, c'est Jason. Et son but, c'est de protéger sa mère, mais pareil, il va le faire de manière assez maladroite. Euh, et il va le faire par rapport à sa propre vision des choses et pas forcément par rapport à ce que Cathy veut. Donc c'est-à-dire que pour lui, Cathy est veuve, il faut la laisser tranquille. Donc du coup, il va mettre pas mal de bâtons dans les roues à Michael, lui balancer ses quatre vérités alors que il ne sait pas forcément ce qu'il méritait. Mais il va le faire même lorsque Cathy va se montrer ouverte à une autre relation. Donc là, du coup, c'est plus un bouclier, ça devient une barrière. Donc ça, ce statut est vachement intéressant. Derek, qui est quand même qui est l'autre fils de Cathy, qui est un personnage peut-être un peu moins intéressant, qui est beaucoup dépendant de l'affection de Pauline, qui a tout le temps besoin de l'approbation des autres, qui est peu sûr de lui. C'est pas forcément un personnage auquel j'ai pu m'identifier, dans lequel je me suis retrouvé, mais par contre très bien interprété. En même temps, au niveau des acteurs, il y avait à chaque fois de très belles surprises. Et enfin, donc Pauline, qui est la compagne de Derek, qui est forte, indépendante, mais qui est aussi vraiment horrible, cassante, qui a vraiment un côté un peu, on va dire, un peu sainte-nitouche, qui se croit supérieur aux autres en toutes circonstances, qui a vraiment des remarques déplacées, et du coup, dans une série pareille, c'est vraiment appréciable. Voilà pour le petit tour des personnages principaux. Donc les acteurs sont très très bons. Personnellement, ceux qui m'ont le plus impressionné sont les deux personnages principaux, ceux qui font avancer l'intrigue, donc Leslie Manville ou Manville et Peter Mullan, mais aussi donc Dorothy Atkinson qui est vraiment douée en pain bêche, et en VF qui est doublée par Claire Guyot qui fait de nouveau des miracles. C'est vraiment une comédienne de doublage qui a toujours été extrêmement impressionnante, hein. Elle a toujours fait du bon taf, qui est notamment connue pour être la voix de Sarah Michelle Gellar en France. Mais c'est la première fois que je la vois doubler un personnage comme ça, un peu pain bêche. Alors le côté cassant, elle envoie du lourd, hein. Donc j'ai pas pu m'empêcher de mettre aussi la voix française pour ce personnage.
Il y a trois originalités dans cette série, et c'est trois raisons pour lesquelles je vous la conseille. Déjà, le plot de départ, c'est vrai que le fait que tout tourne autour d'une femme qui est à présent seule, qui a perdu quelqu'un, et encore plus pour une série qui est supposée être humoristique, c'est vrai que c'est un point de départ assez unique. Donc c'est clairement ça qui a été mis en avant dans le synopsis, et c'est ça, moi, qui à l'origine m'a plu. Donc voilà, ils l'ont souligné dans le synopsis, et je suis plutôt d'accord, donc je le souligne pour vous aussi. L'autre chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que tu as deux façons de voir la série en fait. Soit tu vois la série comme étant donc les deux personnages principaux qui sont normaux, et quatre personnages qui gravitent autour d'eux et qui ont du coup beaucoup de défauts qui sont franchement détestables. Jamais tu as détesté autant de personnages secondaires dans une série, mais dans le bon sens du terme, quoi. Je veux dire, tu les détestes parce que le travail sur le personnage a été fait. Ou alors, l'autre façon de voir la série, c'est que, étant donné que la femme a perdu son mari, en fait, sa vie est mise entre parenthèses. C'est une vie qui est un peu mise en suspens, au moins le temps de faire le deuil. Et du coup, dans un sens, elle devient un peu spectatrice de tout ce qui l'entoure. Et en tant que spectatrice, étant donné qu'elle a plus les yeux tournés vers les autres, elle voit plus facilement les défauts des autres. Et ça, c'est une autre façon de voir la série qui est vachement intéressante. Et je pense que quand tu la vois de cette manière, ça donne encore une vision bien plus différente à la série, mais aussi à notre société. Et alors, pour finir, l'humour anglais, alors ça ne va clairement pas plaire à tout le monde. Moi, ma femme a détesté. Moi, c'est vrai que des fois, ça marchait pas, hein, attention, mais des fois, j'étais plié en deux. Donc, c'était notamment le cas de Pauline, où à chaque fois, elle m'a fait mourir de rire. Et j'ai noté du coup trois répliques. Enfin, donc, tu vas dire ce que t'en penses, d'accord? T'es chaud, Martin? Ok. Donc là, c'est un personnage féminin qui dit au père de celui qui est décédé, qui dit alors ça va, ça fait quoi de perdre son fils, c'est pas trop dur. Le père répond oh, on devrait jamais avoir à enterrer son enfant. Et l'autre, donc qui est un peu teubé, elle dit c'est pas vrai, mais personne n'a pu le faire pour vous. C'est beau quand Moi j'aime bien. même. C'est énorme quoi. Tu te dis mais c'est what. C'était ensuite pour le côté cette fois cassant. Donc c'est la fin. Donc Pauline rentre chez la veuve et elle n'enlève pas ses chaussures. Donc du coup, comment tu dis qu'il faut enlever, qu'il faut qu'elle enlève ses chaussures, mais sans trop lui dire, tu essaies de passer par des subterfuges. Donc du coup, elle la regarde de haut en bas et elle lui dit oh, vous pouvez garder vos chaussures, alors qu'elle n'était pas du tout sur le point de les enlever. Et l'autre répond toujours aussi sec, comme je dis je sais. Et l'autre, elle dit non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de salir la moquette. Et l'autre, toujours, ah, même ça me fait pas peur. J'ai adoré. Ouais. J'ai trouvé ça très cool. Et enfin, dernier exemple, elle demande est-ce que le thé a été fait avec une théière. Donc l'autre répond oui. Ah, mais si vous voulez, je peux mettre un peu de sucre. Et l'autre répond ah oui, s'il vous plaît, il faut bien que le thé ait du goût, hein. La vache, c'est violent. Tu vois, Ouais. t'as un côté pince sans rire, vraiment rentre dedans. Moi, c'est vrai que ça a fait mouche. Le côté je te casse, c'est. Ouais, non, c'était violent. C'est un humour assez violent, hein. Moi, j'aime beaucoup. Je sais pas si toi, tu peux être client de ce type d'humour. Oui. Je pense que c'est tout ce qui est un peu ouais, soit si c'est très absurde mais fait de manière la plus sérieuse possible, ou alors si c'est très incisif. En général, c'est des trucs que j'aime bien. Donc, Ouais, c'est très incisif, hein. Après, comme j'ai dit, je pars du principe qu'il y a autant d'humour sur Terre que d'êtres humains. Donc, il est évident que ça va pas plaire à tout le monde. Mais moi, clairement, ouais, j'ai trouvé chaussure à mon pied avec cet humour. Donc voilà, je vous conseille au moins le premier épisode. Ça vous permettra. Il est très représentatif de l'ensemble de la série. La vache, il est déjà 8h25, c'est ouf. maintenant, on va continuer de rire avec Ah oui, V pour Vendetta.
heu, voilà, qui est sorti en 2006, réalisé par James McTeague et on a quand même, les Wachowski au scénario. Donc mine de rien, c'était quand même un point de pas un point de vente, mais on va dire un point d'attractivité, pour le film, pour ceux qui ne connaissaient pas le comics évidemment. Mais là, je vais plus me concentrer sur le film, voilà, pour faire une série, un film, bref. Et aussi parce que alors la raison pour laquelle, j'en parle, c'est parce que, beh, ouais, j'étais au travail, dans le couloir et il y a un endroit, où en gros, je sais pas si c'est le comité d'entreprise ou je sais pas quoi, mais où en gros on peut, partager des DVD et cetera. Et là, qu'est-ce que je vois pas dans la pile? V pour Vendetta et en plus, je crois que je sais pas si c'est la première fois où je l'ai vu, justement la boîte DVD au travail, c'était je sais plus si c'était le 5 ou le 6 novembre, mais évidemment le 5 novembre, c'est, la date anniversaire de la conspiration des poudres, voilà, où un révolutionnaire, britannique a tenté de faire péter le parlement anglais et c'est évidemment un point majeur qui est repris dans le film, du coup parce que ce révolutionnaire c'est Guy Fawkes et bah, du coup le masque de V c'est un masque représentant Guy Fawkes et il y a toute le petit poème, Remember, remember the 5th of November. Je connais pas la suite et je connais pas la version française. Mais voilà, donc c'était une jolie coïncidence. Voilà, en plus de trouver ça mon travail, j'ai trouvé ça un peu. C'est toujours bizarre quand deux aspects de ta vie rentrent en collision comme ça. Voilà, ça devrait pas. Mon côté perso, mon côté pro sont un peu rentrés en collision. Ça fait toujours bizarre. Mais bon, c'était la bonne opportunité pour parler de V pour Vendetta. Non mais j'y crois pas, on partage des Euh, DVD à ton taf. Non mais chez moi c'est clairement pas l'ambiance, hein. Pour te donner un ordre d'idée, lorsque je demande à mes collègues autour de moi est-ce que vous regardez des séries, c'est tout. Si on me répond bah non, pourquoi faire? Donc, autant dire que ah, je suis dur. même pas venu sur le sujet des comics, hein. S'ils regardent déjà pas des séries, alors les comics laisse tomber quoi. Ouais, ouais. Alors ouais, après, je bosse dans un théâtre, donc je pense que peut-être le côté culturel est peut-être Ah oui, ça encouragé, doit donc aider, ouais. je sais pas, mais voilà. Donc le film. Alors je vais commencer par le point négatif selon moi, c'est que dans l'adaptation, on perd euh, un certain côté nihiliste et un peu plus dark, où vraiment dans le comics, on est vraiment dans une dystopie. Heu, assez, orwellienne en fait finalement, où constamment on vit, dans la surveillance, dans l'oppression, avec de la police politique et dans le film, il y a cet aspect mais de manière beaucoup plus light, par exemple, ne serait-ce que dans les conditions de vie des gens, genre dans le film, on voit des gens habités dans des maisons, dans des beaux quartiers et cetera. Alors peut-être que ça sert aussi un certain message de l'apparence, une certaine liberté, parce qu'on a une belle maison, parce qu'on a une belle voiture, mais en fait, on vit dans une société qui nous contrôle du point de vue idéologique et cetera. Mais je trouve que là, pour le coup, on perd un peu vraiment une certaine imagerie où dans le comics, tout est beaucoup plus oppressant, sombre. Voilà, c'est peut-être un peu l'ambiance, le contexte un peu général qui perd un peu dans l'adaptation. Mais globalement, cette adaptation, ne serait-ce que parce qu'on sent qu'il y a un amour en fait et un respect de l'œuvre originale, rien qu'au niveau du costume. C'est pour ça que j'ai mis voilà, une image où on voit V un peu dans toute sa splendeur. Et on n'a pas cherché à rendre beaucoup plus détaillé ou beaucoup plus complexe son design. C'est juste, ben voilà, c'est une cape, une tenue noire, et le masque évidemment qu'ils ont absolument pas changé. Et évidemment, quand tu adaptes un matériel aussi iconique visuellement, c'est bien qu'au moins sur ce point-là, tu n'y touches pas en fait, hein, parce que quand tu as déjà atteint le filon d'or, ça sert à rien d'aller miner dans une autre direction, quoi. Donc, et là, c'est un peu ce que ce film fait. Quand il sait qu'il a un truc solide sous la main, il le garde. Donc voilà. Et c'est un peu le reflet de
toute la direction de l'adaptation, pardon. Le casting est très très bon. On a John Hurt, Hugo Weaving, Natalie Portman, Stephen Fry. Enfin voilà, on sent qu'il y a quand même, on n'a pas fait ça vite fait à l'arrache ou quoi que ce soit. On y a pensé. Je trouve les scènes d'action plutôt cool. Les acteurs sont tous bons. Je vais quand même faire une petite parenthèse, voilà, sur. Alors Hugo Weaving est excellent dans le rôle. Voilà, il est une certaine qui est notamment Elrond dans Le Seigneur des Anneaux, Ouais, c'est l'agent rarement un Smith acteur qui dans déçoit, hein. Matrix. Voilà. Et donc quand même, ils ont quand même tout à leur honneur, ils n'ont jamais montré sa tête. Voilà, ils l'ont caché derrière le masque, ils s'y sont tenus. Donc ça, c'est pas mine de rien, c'était encore plus rare à l'époque. Et notamment quand je parlais de respect de l'adaptation, ils ont repris le fameux monologue mot pour mot. En effet, pourquoi changer quand tu as déjà quelque chose de parfait? Et c'est de la poésie en fait finalement. Donc là, on va plus rendre hommage à Alan Moore parce que c'est lui qui a écrit le truc. Mais voilà, et c'est tellement intéressant sous tous les aspects que j'ai notamment étudié ce dialogue, alors en version française, mais voilà, je l'ai étudié à la fac, je sais plus en quel cours c'était, études des langues ou je sais pas quoi. Et on devait prendre un extrait de je sais plus trop quoi. Et j'ai eu l'idée de prendre ce monologue-là, qui est en français. Donc la version française de Hugo Weaving dans le film, c'est Féodor Atkin. C'est Tywin Lannister dans Game of Thrones. C'est l'empereur de Nilfgaard dans The Witcher 3. C'est Dr House. Enfin voilà, c'est un gars voilà, qui a une voix ultra stylée. Et Marie-Christine Chevalier, si mes recherches sont correctes, c'est la personne qui a adapté, enfin qui a fait l'adaptation, donc la version française du film. Donc là, je voulais quand même mettre leurs deux noms parce que comme en VO, comme en VF, le dialogue est méga stylé. Et voilà, je- j'ai beaucoup d'affect pour ce film. Voilà, je l'ai dit, l'action est cool, l'histoire est quand même plus ou moins respectée, ne serait-ce quelques changements avec lesquels je suis pas toujours d'accord, mais globalement, je trouve que c'est quand même une des meilleures adaptations des travaux d'Alan Moore, et c'est pas chose aisée. Et je trouve que le film s'en sort quand même plutôt bien. Donc voilà, félicitations à lui. Et est-ce qu'on sait ce que Évidemment, lui en a pensé? Alan Moore refuse catégoriquement et de regarder les adaptations de son travail et d'être crédité et rémunéré pour ces dites adaptations. Donc je sais pas si c'est marqué sur le poster. Il y a une note Est-ce que que ça doit être par ce là? film n'est pas une adaptation du comic d'Alan Moore. Non, alors voilà, dans la mention, il y a marqué d'après le roman graphique de David Lloyd. Mais c'est tout. Il Oh n'y a la pas la mention vache! d'Alan Ah ouais, Moore, c'est non, pareil pour c'est bien. Watchmen. Parce que je pensais Ouais. que du coup Alan Moore était du genre peut-être à gueuler si c'était mal adapté, mais si là tu dis que c'est la meilleure adaptation d'Alan Moore, je pensais que, bah, que lui allait être satisfait. Tu sais, un peu comme. Comment il s'appelle? Comme. Ah, comme. King. Non, non, pas King. Si, comme Stephen King, où clairement il est du genre à dire oui, c'est une Ah, bonne adaptation, et ça, c'est une adaptation de merde. oui. Oui, c'est vrai, Matt, il a aussi fait la voix de Megatron dans les trois premiers Transformers. Mais de son aveu à lui-même, il s'en bat un peu les couilles de ce rôle-là. Et oui, je crois. Après, je sais pas si c'est la meilleure, en tout cas, c'est une des meilleures selon moi. J'aime beaucoup Watchmen, mais je dirais que c'est une adaptation qui est beaucoup moins fidèle qui trahit un peu plus le matériau de base. J'aime beaucoup la série Watchmen, mais c'est pas une adaptation directe. Voilà. Alors, la seule adaptation dont Moore est encore crédité aujourd'hui, j'en avais déjà parlé, c'est l'adaptation de Superman, le cadeau ou un truc comme ça, où Mongul piège Superman en lui offrant une espèce de rose qui le fait imaginer une réalité alternative où il est encore sur Krypton, etc. Donc ça, c'est ce qu'avait écrit Alan Moore et ça a été adapté dans un épisode de la série Justice League ou Justice League Unlimited, je sais plus. Et à ma connaissance, c'est la seule adaptation où son nom est encore crédité dessus. Donc je pense qu'il a été impliqué là-dedans, mais voilà, c'est assez rare pour être souligné, quoi. Et voilà. Et pour finir, évidemment, je ne peux quand même que conseiller le comics de base. Voilà, Alan Moore et David Lloyd. Et en plus, ça fait partie de la gamme Urban Nomad.
Donc petit format, petit prix, donc je pense que pour 10 euros, vous avez toute l'intégrale de V pour Vendetta, ce qui est une affaire. Donc voilà, je vous encourage à aller l'acheter voilà, dans une librairie à côté de chez vous. Ah, mon À ton tour. tour. Oui, enfin, déjà Alan Moore, certes, mais même de manière générale, V pour Vendetta, je pense qu'on en reparlera. C'est clairement un comics incontournable. Autre série, Rematch. Bonsoir, Sokalala de Mars, j'espère que tu vas bien. Salut Alors, moi, je l'ai Sokolala. regardé parce que bah, j'ai toujours été intéressé, bon, déjà par le monde des échecs, mais encore plus par tout ce qui a tourné autour du fameux match entre le champion d'échecs et Deep Blue, la machine. Donc, c'est vrai que ça m'a toujours plu. Donc lorsque j'ai vu qu'il allait avoir une série sur du coup ce fameux affrontement d'échecs, c'est vrai que j'ai quand même sauté dessus. J'étais super chaud et en plus j'avais vu que les critiques étaient quand même assez unanimes. J'ai rarement vu une critique négative sur le sujet. Bon, j'ai été quand même un peu déçu, je dois avouer, notamment dans par la fin de la série qui, pour moi, a quand même pas mal de liberté. En tout cas, par rapport à l'histoire que moi je connais, donc j'étais pas là, bien évidemment, hein, je ne suis pas le bras droit de Kasparov, mais par rapport à ce que j'avais déjà lu à gauche et à droite, parce que comme je vous l'ai dit, c'était une histoire qui m'intéressait beaucoup avant même que la série arrive, donc je connaissais déjà les grandes lignes. Donc j'ai trouvé que par rapport aux événements qui se sont passés, il y a eu quand même pas mal de liberté. Bon, ça c'est le jeu avec les séries télé. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Mais là, c'est vrai qu'étant donné que c'était une histoire qui me tenait à cœur, ça m'a peut-être un peu plus emmerdé que d'habitude, c'est vrai. Euh, bon, au-delà de ça, franchement, c'est une bonne surprise, bonne interprétation. Franchement, c'était chouette. Je ne connaissais pas l'acteur principal, je ne mets même pas son nom en tête, pour être honnête. En tout cas, ça restait un bon divertissement. Et si vous-même, vous ne connaissez pas cet affrontement donc, avec la machine, l'homme contre la machine, je ne peux que vous conseiller du coup parce que, bah, mine de rien, vous avez quand même les grandes lignes de cet affrontement. Et c'est vrai que ça a eu quand même beaucoup de répercussions sur la société, un peu en mode, ça y est, il y a une machine qui est entre guillemets plus intelligente qu'un homme. Donc, comme vous allez voir, c'est quand même plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ça restait quand même très intéressant à suivre. Par contre, attention que 6 épisodes, c'est pas pour rien. Vous avez vraiment le match retour, du coup, euh, le match retour d'échecs. Enfin, vous n'avez pas la première ou juste quelques images, et c'est encore moins une biographie sur le champion d'échecs. Hein. Donc c'est vraiment sur le match retour. Vous allez apprendre des choses du coup sur le match. Maintenant, vous allez aussi apprendre quelques éléments sur Garry Kasparov, mais vous n'allez pas être intouchable sur ce joueur d'échecs après avoir vu la série. En tout cas, très bonne surprise. Je reste malgré tout plutôt d'accord avec les critiques. J'ai juste dit que j'étais plutôt déçu des libertés prises. Et c'était comme Mom, c'était disponible sur Arte. Arte, je vous aime. Arte le sang, bien sûr, une meilleure chaîne française, enfin franco-allemande du coup, mais sur les ondes françaises, bien sûr. Mais carrément, c'est triste à dire parce que je pense que dès lors que tu commences à tenir sur ce discours, c'est officiel. Tu fais partie du camp des vieux. Mais, mais c'est vrai qu'il y a pas C'est même pas photo, quoi. 25 ans, hein. Franchement, pour moi, il y a pas photo par rapport à mes goûts, ce que je cherche et le fait que j'adore les reportages. Ah bah ouais, bah Arte. Et aussi RTL9. Mais ça, je crois que c'est que dans ma région. Je sais pas si c'est une chaîne nationale. Mais RTL9 parce qu'il y a aussi, vu que c'est une chaîne franco-luxembourgeoise, ils ont des droits différents par rapport aux films. On a le droit à beaucoup de films et ils diffusent quand même beaucoup de classiques, tout ce qui est Alien, Karate Kid, Rocky. Tout cela, je les ai vus quand j'étais gosse sur RTL9. Vive RTL9 et RT. C'est Voilà. important de le Donc préciser je parce suis que les grands officiellement, comptes du coup d'RTL9 et de Arte ne manquent pas un seul de nos lives. oui, bien sûr. Mais c'est vrai que, et vu que j'ai dit du bien d'Arte, je suis forcément, voilà, je suis un vieux. Je n'ai même pas 25 ans, mais je suis déjà un vieux. Voilà, Mais c'est pour ça que je ça fait t'aime. mal. T'es génial. Et on salue, mais du Ah coup, oui, oui. j'ai honte, on salue aussi Alan Moore. Alan, merci d'être là chaque soir, hein, c'est sympa.
Thank you very much, Alan. Voilà, ça me fait plaisir aussi, on parle anglais de temps en temps. Ah, c'est encore à moi. J'ai vu que les Chevaliers du Zodiaque. Alors, la bande-annonce. Alors, déjà, avant toute chose, je suis un collectionneur de Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. J'adore cet univers. Je pense que j'ai vraiment trois trucs qui dominent dans ma pièce. Sans doute les anciens Batman, donc les anciens jeux vidéo, les anciens DVD, tout ça, et puis bon, même si j'ai beaucoup de comics. Les Final Fantasy et Senseiya, j'ai la moitié de cette armoire-là qui est du Senseiya Chevalier du Zodiac. Donc le film ne m'intéressait pas, mais il était gratuit sur Prime Video. Donc du coup voilà, j'ai pu le voir enfin. Donc, du coup, si tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire de plus sur ce film. Par contre, je vais teaser tant qu'à faire. Hein, oui, même gratuit, c'est trop cher. Je suis du genre à toujours dire à cheval donné, on ne regarde pas les dents. C'est une expression que j'aime beaucoup parce que je la trouve tout à fait juste. Mais là, non. Là, il y en a beaucoup qui exagèrent en mode ah, j'ai perdu 2 minutes de ma vie à cause de toi. Ah ouais, non, là, j'ai vraiment perdu mon temps. Franchement, il n'y a rien à retenir dans ce film. Quoi. C'est d'une tristesse. Mais du coup, j'en profite pour faire un petit teasing. Très bientôt, on va parler Sensei. Et ce film-là, Oh. vous pouvez oublier. J'ai rattrapé du temps grâce à Senseiya. Yeah. Oui, c'est c'est ce que je me suis dit, mais ça n'en valait pas la peine non plus de passer plus de temps là-dessus, de ce que j'ai vu. Donc Maître Kurumada Bon, qui on nous va un regardait, peu. merci beaucoup pour cette œuvre que vous nous avez donnée il y a tant d'années déjà. Maintenant, on va faire plaisir à Bob Kane et Bill Finger. Voilà, d'outre-tombe. Merci de regarder ce live, ça fait plaisir. C'est de pire en pire. Bon, quand même, on va un peu nettoyer un peu ce goût de caca laissé par les Chevaliers du Zodiaque. Ou Senseiya, attention, je sais pas si c'est blasphématoire de dire Ah, les ça, Chevaliers du Zodiaque. c'est tout un débat. Mais par habitude, c'est vrai que je dis Sensei. Ok. Bon, on va quand même un peu nettoyer le goût pas très agréable du film. Moi, je vais vous parler d'un bon jeu, hein, finalement. Voilà, Batman Arkham Origins de Warner Bros. Game Montréal, sorti en 2013, un peu dans la pause entre Arkham City et Arkham Knight. Et donc voilà, j'ai mis le vilain petit canard de la série parce que c'est vrai qu'on le considère un peu comme le moins bon. Et alors c'est le moins bon, mais ça reste quand même un bon jeu. Voilà, c'est divertissant. Et puis aussi pour créer un peu un préquel à ce monde-là, je trouve que c'est quand même dans la dans la continuité. Alors attention, Matt, Gotham Knights ne fait pas partie de la continuité des jeux Arkham, mais Suicide Squad, oui. Donc oui, par exemple. Après, Knight, je peux comprendre qu'on puisse préférer Origins à Knight. Moi, c'est pas mon cas, mais c'est purement personnel, voilà. Mais Gotham Knight ne fait pas partie des jeux Arkham. Voilà. Enfin, je sais pas si tu disais ça ou pas, mais voilà, je précise parce que on pourrait croire que Gotham Knights est une suite aux jeux Arkham, mais ça n'en est pas une. Et Suicide Squad s'éloigne plus de l'univers des Batman Arkham, mais quand même une suite à cet univers-là. Enfin bon, j'ai pas joué aux deux et les deux m'ont pas accroché, donc voilà. Mais bon, Arkham Origins, voilà, je suis en train de me le refaire. Je l'ai terminé hier. En plus, j'ai terminé voilà le DLC pour clôturer. Je l'ai terminé hier. Là, je vais recommencer Arkham Knight parce que voilà, je suis dans la lancée. Ah, mais tu Voilà. t'es refait, ouais, tu t'es refait tous. Euh, ouais, ouais, ouais. Oh, ça fait un petit moment quand même, hein. Arkham Asylum, j'ai commencé à le faire il y a un petit moment maintenant, donc ça me prend. Voilà, ça fait bon. Chaque soir, je le fais un petit Tu peu. C'est rechopes tous les ma trophées et petite tout. Ou récompense. quand même pas. Alors. Ouais, je les ai tous faits pour Asylum. Enfin, quand tu dis les trophées, tu veux dire les trophées de l'homme mystère. Oui, c'est ça. Ah oui, parce que tu as les Ouais, trophées, pour par Asylum, exemple, aussi Xbox 360 et ça. Ouais, non, là, en ouais, l'occurrence, je voilà. parlais Alors, des trophées de la mystère, oui. ouais. Là, oui, les trophées de l'homme mystère, je les ai tous faits sur Asylum. Sur City, je les ai pas tous, mais je suis quand même allé au bout de l'histoire secondaire de l'homme mystère. Donc,
J'ai fini, hein, j'avais la flemme de tout faire, mais techniquement j'ai fini ouais, l'histoire Homme Mystère. Sur Arkham Knight, j'ai déjà tout récupéré. Et sur Origins, là aussi j'ai tout récupéré. Voilà, et ça prend pas tant de temps que ça. J'avais un peu toujours cette image de. Mais en fait, si tu fais au fur et à mesure, alors ça prend du temps, mais c'est pas. Ça me paraissait beaucoup plus insurmontable quand je le faisais jamais, enfin que j'arrêtais pas de repousser et de tout faire d'un coup. Là, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais, Ah, euh, bah moi, mais voilà. c'est l'inverse, ceux que j'arrive à choper direct, bon d'accord, je chopais direct. Par contre, de manière générale, je les faisais à la fin, puisque bah, pour beaucoup, tu es obligé d'avoir certains équipements, quoi. Ouais, tout à fait. Mais moi, je les faisais aussi tous, Bon, quand j'aimais même. beaucoup. Ouais, 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 c'est sympa en général. Bon, quand même, même si c'est le moins bon, ça reste quand même un bon jeu. Alors, les gens ont souvent cité que c'est combats de boss. Et c'est vrai que les combats de boss sont plutôt cool. Alors les gens mettent souvent Deathstroke en exemple. Il est enfin, visuellement il est très cool, il est très cinématique. Mais c'est pas le plus intéressant en termes de gameplay. J'ai préféré par exemple celui de Firefly, je le trouve plus, bah ouais, un peu plus varié en termes de voilà parce que le combat contre Deathstroke c'est presque affronter un ennemi qui est alors, plus puissant, mais on n'est pas vraiment mis dans un contexte différent. Là Firefly c'est un gars qui vole et tout, puis on est dans un pont qui brûle. Enfin voilà. Euh, J'ai beaucoup aimé également le combat contre l'électrocuteur. Oui, c'est l'électrocuteur. Où en gros, ben, en fait, on le one shot, mais c'est juste des twists où en gros, ben, on s'attend, voilà, on voit une barre de vie, on voit un gars qui a une arme hyper balèze et tout, et en fait, on le rétame en un coup de pied. Et c'est ce genre de petits trucs plutôt sympas. Mais voilà. Après, en termes d'ambiance, voilà, c'est Gotham sous la neige, c'est très sympa. Euh, L'histoire, sans être la meilleure, elle fonctionne très bien. L'idée d'avoir des assassins et tout, enfin, c'est plutôt sympa comme concept. Je fais une petite parenthèse contenu téléchargeable. Il y a le DLC qui s'appelle Cold Heart, qui reprend un peu, enfin, qui reprend le personnage de Mister Freeze dans cet univers-là et qui explique un peu comment il en est venu à devenir Mister Freeze. Donc on a énormément d'inspiration évidemment de la série de 92 dans ce DLC-là, voilà, avec la maladie de Nora, Victor qui veut la sauver, etc. Donc bien évidemment, vu que ça s'inspire de Heart of Ice, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est une histoire qui fonctionne toujours très bien. Euh, En termes de personnages, alors en VO, c'est pas Kevin Conroy, mais c'est Roger Craig Smith, pardon, qui fait la voix, qui était aussi la voix anglaise de Ezio Auditore dans les jeux Assassin's Creed. Et bon, sans être Kevin Conroy, il fait du très bon travail, surtout que c'est censé être un Bruce qui est plus jeune. Puis ça passe, voilà, c'est assez logique dans la chronologie de l'univers. Euh, mais voilà, et donc le jeu force quand même, enfin force. On peut pas changer la langue audio du jeu, ou alors il faut vraiment changer toute la langue du jeu, donc avoir les menus en anglais, etc. Et même si je comprends l'anglais, ça me fait un peu chier de juste changer la langue du jeu juste pour ça. Donc je reste en VF, surtout que les deux jeux d'avant, je les ai fait en VF. Et là, pour le coup, on retrouve Adrien Antoine, pardon, qui faisait la voix de Batman dans les deux jeux d'avant, qui reprend sa voix, donc là vraiment, nous, pas de changement. Qui avait Par débuté contre, dans pour le Batman Joker, de 2004, la série animée. Là. 2004, tout à fait. Par contre, en termes de changement, le Joker est ici non pas doublé par Piraté, comme dans les jeux d'avant, mais voilà, pour la version plus jeune du Joker, on a Stéphane Ronchevski Mais je crois qu'ils avaient et déjà quitté, non? C'est ça? à peu. Non, parce qu'il me semble qu'il a fait Arkham Knight piraté. Ah, je sais plus, peut-être. Je sais plus. Je vais le refaire en VF Arkham Knight pour une fois et Ah bah je tu nous diras. pourrais confirmer ça. Voilà. Et donc Stéphane Ronchevski qui était la VF du Joker dans The Dark Knight. Donc voilà. Puis bon après toutes les autres voix sont toujours aussi bien. Donc voilà. En termes de VF, ça envoie du lourd. Voilà. Adrien Antoine, la voix de Heath Ledger, enfin la version un peu qui fait très Heath Ledger du Joker, donc forcément c'est très marquant. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi dans cet épisode-là, c'est qu'on développe une relation intéressante entre Bruce et Alfred, où Alfred est encore assez réticent à toute l'aventure Batman, en fait. Donc voilà, il y a pas mal de tensions, mais il y a des moments assez touchants, etc. Donc voilà, c'est plutôt. Enfin voilà, le personnage est cool. Donc j'ai mis que c'était le GOAT, comme disent les jeunes, voilà, parce que c'est un peu notre.
une autre case de bingo. À chaque fois qu'il y a Alfred quelque part, on ne peut pas s'empêcher de dire que c'est une bonne version d'Alfred. Parce que c'est le Donc meilleur voilà. personnage du monde. Voilà, exactement. Donc voilà, Alfred, un jeu qui a quand même ses mérites. c'est le Arte de l'univers Batman. Voilà, exactement. Sauf qu'Alfred n'est pas allemand, ni français. Voilà. Voilà, c'est la BBC, mais c'est Arte. Oui, voilà. Et du Voilà. coup, tu viens BBC de qui font de très bons contenus aussi, hein, donc, grâce à toi, je viens de me rendre compte que j'ai jamais fini ce jeu, c'est évident. Parce que j'ai affronté Firefly et j'ai affronté Deathstroke. Je me souviens parfaitement des deux scènes. Par contre, les scènes en haut à droite et en bas à droite ne me disent strictement rien. alors en haut à droite, c'est le DLC, donc peut-être que tu l'as Ah, pas, bah tout s'explique. ou qu'il n'était pas sorti à l'époque. Et en bas à droite, oui, c'est quand même, non, c'est à peu près à la moitié du jeu, je dirais. Je sais plus. Ou alors peut-être que la scène en elle-même ne me parle pas. Bah, c'est la scène où Alfred dit en mode non, vous êtes dépassé, maître Bruce. Et puis Bruce il dit non, c'est moi qui vais leur péter la gueule. Donc Ah, je me souviens. voilà, c'est un peu Ah, le ça fait point de, longtemps. de tension maximum entre les deux. Mais voilà, bon jeu. Si vous faites toute la saga, pensez à ne pas le survoler. C'est quand même beaucoup plus bon que mauvais, hein. Oui, c'est un bon jeu. Voilà, c'est un bon 7 sur 10. C'est pas excellent, mais c'est un bon moment. Ah, on arrête l'enregistrement. Ah, bah, du coup, ouais, tu peux switcher là.